وعشت في أوروبا وأتيت من أوروبا وهناك أتكلم اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية واللغة العربية فكما تشاء. Si je suis conscient de l'avancée de la Tunisie et que je salue, c'est peut-être le seul pays qui a avancé de la façon dont vous avez avancé, contrairement à tous les autres pays où je vois beaucoup plus des tensions, voire des reculs, voire des manipulations. Et donc je pose des vraies questions dans le début du livre sur avons-nous affaire ou non à des révolutions, et moi je parle de soulèvement, beaucoup plus que de révolution, même si, encore une fois, je viens aujourd'hui dans le pays qui pour moi est celui qui a le plus avancé, même si vous savez comme moi que rien n'est encore gagné. Vous êtes à la croisée des chemins ici en Tunisie. Ensuite, ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est comment analyser les faits, comment aussi comprendre les enjeux en Afrique du Nord, en Afrique et au Moyen-Orient. Parce que s'il est vrai que l'énergie populaire a fait beaucoup dans le renversement des régimes, il ne se passe pas dans un vide, et dans un vide politique. Et vous aviez hier la conférence ici sur la Syrie, et l'absence de la Chine et de la Russie met en évidence qu'il n'y a rien qui se passe au Moyen-Orient sans que nous ayons à comprendre la triple réalité, la réalité politique des tensions internationales et du jeu qui est en train de se faire entre les nouveaux acteurs régionaux, la Chine, l'Inde, la Russie, l'Afrique du Sud, la Turquie, et d'un autre côté les anciennes forces politiques et puissances politiques que l'on connaît, les États-Unis et l'Europe. Donc voilà, à savoir que le référentiel d'une société arabe majoritairement musulmane, ce référentiel-là, il ne faut pas le nier. Comment ne pas le nier sans le rendre exclusif à toute autre référence? C'est la question de la vie. Comment réussir à oser dire avec fierté, nous sommes arabes et l'arabe est notre langue, ça ne veut pas dire qu'on rejette le français. Comment dire, nous sommes musulmans, l'islam est notre religion, mais ça ne veut pas dire qu'on rejette les autres traditions religieuses, voire même ceux qui disent dans leur vie et qui décident dans leur vie que la religion n'a pas sa place. L'islam politique n'a jamais disparu, il a été torturé et combattu. Maintenant, vous avez l'émergence de ces courants, ils sont divers. Il n'y a pas qu'un seul courant islamiste, il y en a, vous le savez vous-même ici, entre la tendance salafi, la tendance de Narda, et même à l'intérieur de Narda, des courants qui ne sont pas tous les mêmes. C'est la même chose en Égypte. Les Ikhwan Muslimoun, vous avez des tendances qui sont complètement différentes, ceux qui sont très proches de Erdogan et ceux qui sont beaucoup plus proches du salafisme ou des salafis saoudiens. On a de tout, de Hezb el-Nour par exemple. Donc, la première des choses qu'il faut mettre en évidence, c'est que dans le monde arabe, c'est une donnée objective de la vie et de la pensée politique de ces sociétés-là. Ce qu'il faut mettre avec force aujourd'hui, c'est que tous les courants qui acceptent l'état de droit, qui acceptent les processus démocratiques, qui acceptent le choix des peuples, doivent être partie prenante. Que ça plaise ou non à la France ou aux États-Unis, ça n'est pas la démocratie, ça n'est pas de plaire aux grandes puissances, c'est de respecter le choix des peuples. Et respecter le choix des peuples, c'est qu'il faut une cohérence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas être vigilant pour prendre les gens au mot. Ce que vous avez dit, est-ce que vous le faites, oui ou non? Qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez promis et qu'est-ce que vous faites? Pour les laïcs comme pour les islamistes, il ne suffit pas d'être laïc pour être libéral politiquement. Moi j'ai rencontré beaucoup de laïcs qui étaient des suppôts des dictateurs. Donc ce n'est pas une garantie intellectuelle de démocratisation intellectuelle, le fait d'être un laïc sur le plan de sa référence idéologique. Sur la question de la laïcité et sur la question de l'islam, ben écoutez, c'est un débat avec lequel j'ai eu affaire depuis longtemps en France. La laïcité telle qu'on l'a vécue au nord de l'Afrique ou au Moyen-Orient, ça n'est pas ce qu'a été le concept et l'idéologie de la laïcité en Europe. Parce qu'en Europe, au départ, qu'est-ce que ça a été? Ça a été un mouvement qui a séparé les deux autorités entre l'État et la religion pour permettre aux religions d'être plusieurs et à l'État de travailler de façon démocratique, c'est-à-dire d'être un élu. Donc ce qu'on appelle séparer les sphères privées du sphère publique. Mais ceci ne se faisait qu'avec la garantie d'un processus démocratique pour la gestion de l'État. Ce qu'on a eu en Afrique du Nord, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on disait qu'on séparait les deux autorités, mais en fait l'État contrôlait la religion et pas de démocratie. Donc
Et l'Almaniya, dans la conscience arabe, c'est la dictature et c'est contre la religion. D'ailleurs, même en arabe, des fois, on parle de l'Almaniya, on dit el-ladiniya, c'est-à-dire c'est contre, c'est un des courants. La raison pour laquelle aujourd'hui, on peut être musulman pratiquant et reconnaître qu'on peut vivre dans un cadre où l'autorité de l'État peut être madani, c'est-à-dire qu'il peut se séparer de l'imposition de la religion. Et d'ailleurs, en fait, c'est ça la spécificité de l'islam, c'est de ne pas s'imposer à l'État comme le clergé s'impose à l'État, mais de laisser à l'État la possibilité d'être élu et de pouvoir avoir ce processus démocratique. Donc, si on comprend bien la laïcité, il n'y a absolument aucun problème entre être musulman et laïque, si on comprend la laïcité.